Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello! Avant de démarrer l'épisode, je te rappelle que j'organise un concours jusqu'au 19 avril pour les personnes qui mettront une note et un commentaire au podcast sur Apple Podcast ou une note sur Spotify. Si je t'apporte ne serait-ce qu'une once de valeur à travers mes épisodes, ton soutien me serait vraiment d'une grande aide. Au-delà de me permettre de faire découvrir le podcast, les notes donnent aux nouveaux auditeurs envie de l'écouter, mais il me sert aussi de preuve sociale lorsque je contacte des personnes connues du domaine pour te proposer des événements en plus de m'encourager à poursuivre ce que je mets en place pour toi. Je propose donc de tirer au sort une personne qui gagnera, en fonction de sa situation, une demi-journée en présentiel avec moi sur Paris, fin avril, début mai, pour passer en revue toute son activité et établir un plan d'action dans les prochains mois. Ou si tu n'es pas freelance et que tu n'envisages pas de le devenir, une place pour mon bêta-test. Un coaching de 6 semaines pour faire en sorte que ta faible estime de toi ne soit plus un frein à l'accomplissement de tes objectifs. J'y pensais, mais si tu n'es pas sur Paris à cette période, ça pourra être à un autre moment, parce que je vais y retourner encore dans l'année, et sinon ça peut être en visio, si tu es hors de ma zone de déplacement. Je me disais que c'était dommage de limiter à Paris. Je tirerai au sort la personne le 19 avril. Si tu as un pseudo, viens me dire sur LinkedIn que c'est toi pour que je te retrouve. Pour participer, tu as juste à mettre une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et à me le dire si tu n'es pas identifiable, et on se retrouve le 19 avril pour le tirage au sort. On peut maintenant démarrer l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des KPI que tu as besoin de suivre dans ton activité. Les indicateurs clés qui te permettront de savoir où sont les goulots d'étranglement de ton activité. Les indicateurs, on peut en suivre plein. J'en ai moi-même suivi plusieurs et je me suis rendu compte qu'ils étaient pas tous utiles, pas tous aussi utiles les uns que les autres. Et que leur suivi en fait m'a fait perdre beaucoup plus de temps que j'en ai gagné en les analysant. J'en ai donc listé 12 pour toi, et il n'y a pas d'ordre logique dans ma liste, c'est vraiment comme c'est venu. Alors le premier que j'ai noté, c'est le fait de traquer ton temps de travail. Tu m'as déjà entendu le dire, mais c'est essentiel pour vérifier que ton temps sur une mission est rentable, mais aussi pour réaliser le temps que tu passes à travailler de façon générale. Le temps il passe vite, on est plusieurs à être passionnés, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Dans les phases de changement, il te sera plus facile de réajuster ton temps de travail avec des données fiables. Le deuxième indicateur que tu peux prendre en compte, c'est traquer ton temps par type de tâche. Moi perso, j'utilise Clockify, qui est un outil gratuit, il y en a d'autres. Et en fait, dessus, on peut créer des projets. Enfin, c'est un peu des tâches, mais ils appellent ça projet parce que ça peut englober des choses plus importantes. Donc je vais te donner un exemple, moi, de ce que j'ai fait, ce que j'ai créé comme projet dessus. Donc je vais pas te donner tous les titres exacts, mais par exemple, sur mes offres, il y a une tâche, un projet. Offre 1, offre 2, offre 3. Ou client X, parce que ça me permet aussi de trier par client quand c'est des missions en RGPD. Donc ça c'est intéressant pour voir combien de temps on a passé. Il y a l'administratif, l'organisation, le réseau, la partie commerciale, le marketing, les finances, la stratégie et la délégation. En fait, par rapport à ça, moi je fais un point chaque semaine, voire chaque mois. Tu peux aussi le faire sur une période un peu plus longue. Clockify, il permet vraiment d'afficher des rapports sur la période que tu décides de voir. Ces données, elles te permettent de voir où tu passes le plus de temps et de te demander si ce temps, il est vraiment nécessaire, s'il est utile et s'il est nourrissant pour toi. Le troisième point, c'est de comparer le temps estimé sur un devis vs le temps réellement passé, sur une mission. Comme ça, tu vas pouvoir en tirer des tendances sur ta facilité à estimer ton temps de travail et pouvoir réajuster par la suite. Moi, je me rappelle qu'à force d'avoir fait ça sur différents types de projets, en termes d'estimation, j'étais pas spécialement bonne ou je tombais pas forcément juste, et qu'en fait, à chaque fois que je rajoute 10%, je sais que là, je tombe dans le juste. Et ça, c'est parce que je l'ai fait sur plusieurs missions,
pour pouvoir du coup me rendre compte que il fallait à chaque fois que j'ajoute 10%. Le quatrième point auquel tu peux faire attention, c'est suivre ton chiffre d'affaires signé et celui encaissé mensuellement. Ça peut paraître logique, mais il y a certaines personnes qui attendent la fin du mois pour faire le point sur leur chiffre d'affaires. Quand la fin du mois, elle est arrivée, tu ne peux plus rectifier le tir. Alors pense quand même à le faire plus régulièrement qu'au mois. Le cinquième indicateur, le nombre d'appels avec des prospects que tu parviens à avoir chaque mois. En fait, l'idée c'est de pouvoir mettre le nombre d'appels que tu as avec des prospects, donc des personnes qui sont pas encore clientes, mais qui potentiellement pourraient devenir clientes, et de les mettre en face du coup du nombre de personnes que tu contactes pour avoir ces appels. Donc tu proposes des appels pour pouvoir les avoir en général, sauf si évidemment les gens viennent à toi, mais quand tu proposes les appels, en fait l'idée c'est de pouvoir dire combien de personnes est-ce que j'ai contacté et combien de personnes du coup ont accepté d'avoir un appel avec moi. Pourquoi suivre cet indicateur? C'est parce qu'en fait, il va t'indiquer combien de personnes tu as besoin de contacter pour avoir tant d'appels. Le sixième indicateur, c'est ton taux de conversion sur les appels. Donc le taux de conversion, en fait, c'est vraiment combien de clients est-ce que tu arrives à avoir suite à ces appels. Quand tu sais combien de clients tu arrives à avoir sur un nombre d'appels donné, tu peux travailler à améliorer, du coup, ta façon de gérer l'appel pour augmenter tes chances d'avoir des clients. Le septième indicateur, il sera plus pour ceux qui aiment la récurrence, c'est ton taux de rétention client. Combien de clients est-ce que tu parviens à garder en fin de mission? Le huitième indicateur, celui-ci, il est moins facile à calculer, mais l'information, elle est quand même hyper importante, c'est combien est-ce que ça te coûte d'efforts pour trouver un client. La première étape, déjà, c'est savoir d'où vient le client, donc ça, tu peux lui demander, si t'as pas moyen de le savoir autrement. Ensuite, demande-toi ce que tu as dû faire pour l'obtenir. Et là, on parle de coût d'acquisition client. Et il se calcule en comparant le coût de tes efforts à ce que le client t'a rapporté en termes de chiffre d'affaires. Ou alors, ça peut aussi être en termes d'autre chose, de notoriété, de montée en compétences, par exemple. Le neuvième indicateur que tu peux suivre, c'est le pourcentage des missions réalisées dans les délais par rapport à toutes les missions que tu as réalisées. Comme ça te permettra d'évaluer ton efficacité, mais ça te permet aussi de repérer s'il y a des éléments récurrents à chaque fois, des éléments ou des problématiques récurrentes sur tes missions, qui rendent du coup la réalisation moins efficace, et comme ça tu pourras les anticiper par la suite. Dixième indicateur, qui s'évalue pas forcément en chiffres, mais c'est ta rapidité de prise de décision. L'une des plus importantes qualités d'un indépendant, c'est de savoir prendre des décisions rapidement. Je t'invite à suivre quand même le temps que tu prends à prendre une décision pour en tirer les conclusions nécessaires au moment opportun. Tu peux par exemple noter la décision à prendre, la date à laquelle tu y as pensé, et celle où tu l'as prise, puis celle où tu es passé à l'action. Donc tu verras souvent que c'est des dates différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de suivre le temps entre chaque. Plus tu prendras des décisions rapidement, plus tu auras des réponses à tes questions. Le 11e indicateur, ton niveau de satisfaction par rapport à ce que tu fais au quotidien. Alors ça, c'est pas forcément une métrique business, marketing ou autre, c'est vraiment lié à toi. Mais c'est tout aussi important. Je te propose pour ce point de te poser 5 questions. Est-ce que je fais ce que j'aime? À noter sur 10. Est-ce que je travaille avec des gens que j'aime? Pareil, à noter sur 10. Je fais une différence dans ce monde. Je profite financièrement du fruit de mon travail. Et j'ai du temps libre pour faire ce que j'aime. Donc c'est vraiment des questions que je te propose. Moi j'aime bien du coup répondre à ces questions. En plus d'un mois à l'autre, c'est pas forcément pareil. Mais je trouve intéressant du coup de pouvoir faire ce point-là et comme je disais, pouvoir tirer des conclusions parce que si on se rend compte qu'on fait pas ce qu'on aime, il y a peut-être d'autres questions à se poser derrière. Ou alors en fonction des différentes questions que j'ai proposées, pouvoir remettre en question certaines choses et réajuster du coup ton quotidien pour qu'il ressemble vraiment à ce que tu as envie d'avoir. Et le dernier indicateur, suis l'évolution de ton nombre d'abonnés sur les plateformes où tu es présent ou présente, si tu crées du contenu. Un nombre d'abonnés, ça veut rien dire, les réactions à tes publications ne sont pas corrélées à ton chiffre d'affaires, mais ça reste quand même un indicateur d'intérêt pour ce que tu fais, et c'est une opportunité de montrer à un maximum de gens ce que tu fais.
Alors sans trop te prendre la tête sur ce nombre, regarde régulièrement où t'en es pour voir si t'as besoin de mettre en place un plan d'action ou pas, en fonction de tes objectifs, toujours. Voilà pour les 12 indicateurs qui me semblent importants à relever à l'heure actuelle. Si j'en ai oublié, je referai un épisode, mais je pense que tu peux gérer correctement ton activité tout en préservant ton bien-être avec cela. Si tu as des questions sur le sujet, envoie-moi un message sur LinkedIn, et sinon je te dis à très vite.